à tous, à toutes, pardon, et à tous. Nous allons commencer. On accueille aujourd'hui Jean-Paul Espagnard, créateur de mode. Bonjour Jean-Paul. Quand on dit des formalités, en y croyant vraiment, en étant sincère, on y prend vraiment du plaisir. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui et de poursuivre cette habitude que l'école a appris de vous amener de belles personnalités en général, mais en mode en particulier. La dernière qu'on a accueillie donc ici, c'est Bernard Guilhem, en mode, si je ne me trompe pas. Encore un créateur belge, en tout cas de culture, pas de naissance. Jean-Paul Espagnard est également belge. Donc belge et installé toujours à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Créateur de mode féminine, essentiellement, j'ai l'impression, peut-être tu en diras plus. Présente son prêt-à-porter à Paris depuis 2011, mais sa production de collection de prêt-à-porter féminin depuis 2011 est loin d'être la seule production qui l'anime, qui l'intéresse. Donc il y a beaucoup d'autres projets parallèles à la création de mode qu'on va découvrir aujourd'hui. Je laisserai bien évidemment Jean-Paul en parler directement et beaucoup plus dans quelques instants. Je lui ai proposé d'avoir un fonctionnement plutôt spontané, plutôt fluide entre nous. Il va présenter ses productions à partir du site web, de son propre site web, ce qui permettra d'avoir une belle diversité de contenus, des projets à regarder ensemble, à partager ensemble ici, mais ce qui vous permettra aussi de revenir sur le même projet si vous le souhaitez après la conférence, parce que tout est visible sur le site, il faut juste aller chercher un peu à droite et à gauche, comme on le fera tout à l'heure. Et si vous avez envie, voire besoin de l'interrompre pendant la présentation, il est tout à fait OK. Il faut que les questions interviennent dès les débuts, sans attendre la fin. Si un projet vous interpelle, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous voulez en savoir davantage. Voilà, je te laisse déjà compléter la présentation assez réduite et brève que j'ai fait de toi et nous guider dans ton travail. Merci. Donc, je suis Jean-Paul Espagnard et je dirige un studio créatif. Enfin, j'aime souvent dire ça parce que c'est vrai que le noyau de base du studio, c'est la mode, mais on fait pas mal de choses à côté. On a nos collections, on fait des collaborations avec d'autres marques. Je fais des projets artistiques, des commissariats d'exposition, des projets artistiques connectés à mes collections. Je fais des costumes pour le théâtre et la danse, et je fais des workshops pour des publics très très différents. Qu'est-ce que je peux, par quoi est-ce que je peux commencer? Peut-être par la mode. Par la mode? Par la collection, la dernière. La dernière? Si tu veux. Okay. Donc en fait, la toute dernière collection est une collection que j'ai imaginée sur le thème du vêtement fonctionnel dans une usine alimentaire. Et donc en fait, on a vraiment travaillé sur l'idée de l'uniforme, mais de l'uniforme dans la vie de tous les jours, vraiment dans une entreprise alimentaire. Donc on avait un genre de cache-poussière, on a travaillé l'idée du tablier qu'on voit assez bien sur cette pièce-ci par exemple. On a travaillé aussi plein de... En fait, l'idée dans la collection, c'était quand on reçoit un morceau de viande dans son assiette. Bon, je fais des grands discours là. Hein. Quand on voit la collection, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est un peu la base de tout ce qui va nourrir le travail en fait. Quand on reçoit son morceau de viande, en fait, on n'a jamais l'origine de la viande, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait, etc. Et qu'il y a vraiment toute une grande préparation en fait avant que ça n'arrive dans notre assiette. Et donc j'avais vraiment envie de travailler aussi
des grands développements de matière, de faire tisser nous-mêmes nos propres tissus. Donc en fait la robe ici par exemple c'est un coton tissé qu'on a fait enduire nous-mêmes. Ça c'est un développement de jersey, en fait c'est un jersey de coton sur une base nylon avec une transparence dessus. Donc en fait il y avait vraiment cette idée de savoir-faire en fait dans la collection. On a aussi développé des... On a aussi développé des broderies qui étaient faites avec des perles de verre, et les broderies représentaient des crevettes et des petites saucisses. Bon, les crevettes c'était pour la version végétarienne, parce que bon, là, il faut contenter tous ses clients. La version light. C'était la version light, et puis bon, comme je dis, je fais des grands parallèles, mais en fait cette collection a été inspirée d'un boucher qui est basé à la mer du Nord. Et donc quand je vais à la mer du Nord, je mange aussi des crevettes. Donc voilà, c'est un peu tous les ponts sont là pour être utilisés. Je vais vous montrer la collection par le biais d'une vidéo. Donc cette vidéo a été tournée dans la boucherie, et ouais, voilà. Vous allez voir, c'est plutôt amusant. Ik hou van worstjes. Soms noemen ze mezelf worstjeskoningin. Doet me helemaal niks. Worstjes, dat is mijn passie. Het geheim van een goed worstje is haar voorbereiding. Het is allemaal een savoir-faire. Als basis hebben we een goed gewerkt stukje vlees nodig. Vervolgens moeten we het vlees in stukjes snijden. Het is heel technisch, het is echt een kunst. Je hebt speciaal gereedschap nodig om elk stukje te versnijden. De zaag, verschillende soorten messen en het hakmes. Eenmaal we alles hebben versneden, hebben we de stukken nodig voor het recept. Voor worstjes gebruiken we de nek. We moeten dat allemaal kopen, maar niet in te kleine stukjes. Vervolgens moeten we alle kruiden toevoegen. Zout, peper, nootmuskaat en vuur. Lekker. Vervolgens moeten we alle worstjes zorgvuldig vullen. Nog een beetje gevuld, lekker bekje. Vervolgens komt mijn favoriete deel. We gaan de worst roken. En voilà, kleine lekkere worstjes. Lekker. Donc voilà, en fait cette vidéo faisait complètement partie de ma présentation pour la Fashion Week à Paris.
parce que j'ai complètement décidé de changer un peu le système traditionnel de présentation. Ce que je fais en fait maintenant, si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à me poser des questions. En fait, ce que j'ai fait, cette collection qui est une collection, je n'appelle plus mes collections printemps-été, automne-hiver, parce que vu que je vends sur l'international, ben voilà, en décembre il fait super chaud à Hong Kong, ou là je reviens de Tokyo, ben, j'étais en t-shirt, il n'y avait vraiment aucun problème. Donc du coup, il faut quand même réfléchir les collections d'une manière plus internationale maintenant. Donc, ce que j'ai fait, la collection que j'ai présentée en septembre, je l'ai déjà présentée en juin. Je l'ai présentée en juin, pendant la Fashion Week Homme, où les acheteurs femmes viennent pour acheter les pré-collections. Et donc, en fait, ils ont vu cette collection dans un showroom fermé, où il n'y avait aucune communication avec la presse. Ils ont pu acheter la collection. Juillet, août et septembre, on a produit la collection, on l'a envoyée aux boutiques, et quand on a fait la présentation à la presse, au public et aux acheteurs, parce qu'il y a eu un réassortiment de nouvelles pièces pendant la saison, pendant l'été, en fait la collection était directement dans la boutique. Ce qui était vraiment bien, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un truc qui n'est vraiment plus connecté avec la réalité dans laquelle on vit. Maintenant, quand on voit quelque chose, on a envie de l'avoir tout de suite. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, oui. J'ai pas envie d'attendre 6 mois, quoi. Donc, du coup, en plus, avec Facebook, Instagram, etc. Donc, l'idée, c'était, je vois le défilé, je réagis directement, je peux aller le chercher dans la boutique. Ça fonctionne assez bien, je suis assez content. Et en plus, les boutiques qui m'ont acheté en juin peuvent revenir en septembre pour faire un réassort pour quand même recevoir des pièces en décembre. Donc en fait, le roulement de saison est assez juste en fait. Et ça m'a aussi permis de partir en vacances, une vie normale en tant que créateur de mode. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais la vie, c'est pas toujours très très facile. C'est juillet, août, on travaille comme des dingues, et puis septembre, on accouche le bébé, et puis on a un baby blues de 5 jours, mais après c'est reparti parce qu'on a déjà été voir les tissus avant de présenter la collection. Enfin, c'est un bordel juste pas possible. Donc là, du coup, c'était plutôt pratique. En gros, la collection était vendue avant d'être communiquée. Elle était vendue aux acheteurs avant Bien de sûr, communiquer. Pas en boutique, aux acheteurs avant d'être communiquée. Et les nouveaux acheteurs ont pu quand même venir voir pendant la période classique. Hein. Excusez-moi, je vais t'interrompre, mais au moment où j'ai vu la collection, donc notamment en showroom, tu m'as expliqué ta manière de procéder. Compte tenu du thème et du développement de la collection, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose à dire à propos de ton envie d'être en contradiction, en décalage. Oui, certainement avec un système, et tu as des très bonnes raisons pour l'être, tu viens de l'expliquer. Je me suis posé aussi la question de l'esthétique. Qu'est-ce qu'on va raconter à cette fille et à cette fille dans la collection, et à ces filles, femmes, boutiques, acheteuses qui vont acheter la collection, sachant que le thème de la collection, c'est la saucisse, c'est la boucherie. Et quand on dit à une fille, au moins en France, qu'elle ressemble à un boudin, ce n'est pas exactement un compliment. La saucisse, c'est déjà plus joli, plus noble peut-être, mais bon, il y a quand même un univers à creuser en termes de refondation de base esthétique pour une notion de beauté qui est tout à définir, qui est tout à définir. Ouais. Comment on relie Qu'est-ce que tu proposes en proposant la saucisse comme élément esthétique dans un univers féminin de mode aujourd'hui? Moi, je pense qu'en tout cas, oui, l'histoire c'est sur la saucisse, mais moi je pense plutôt à une bouchère élégante. Donc c'est plus une célébration du quotidien en fait, pour moi. Que j'ai juste envie de dire aux gens que votre quotidien, c'est très chouette aussi. Et il ne faut pas rêver à aller tous les... Je
sais pas moi, tous les 3 mois sur un bateau, et avoir une vie de glamour. Non, en fait, oui, de jet-setteuse, quoi. Le quotidien peut être très beau. Je pense aussi qu'il y a une collection, enfin, c'est des grands parallèles, hein, comme je dis toujours, mais par exemple, cette collection-ci, c'est parti sur l'idée de... Je suis allé visiter le musée du costume à Rotterdam, et donc en fait, j'ai étudié le costume féminin hollandais, et en fait, quand je suis allé visiter ce musée, la femme m'a raconté que en fait, les pêcheurs de hareng, quand ils revenaient de la pêche, les femmes prenaient leur vélo et partaient de chez elles pour aller accueillir leur mari qui revenait avec leur bateau rempli de hareng. Et en fait, elles mettaient leurs plus beaux vêtements pour aller le recevoir. Et en fait, je me disais, en fait, tout le monde fait ça, d'aller chercher sa compagne, son compagnon en voiture au travail, en fait. Et donc, en fait, c'est un grand parallèle. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste célébrer notre quotidien de cette manière? Et donc, l'idée de la collection, je l'ai un peu remodernisé cette histoire, c'était l'idée d'une femme de pêcheur, mais donc remise dans un contexte contemporain, qui va rechercher son mari qui rentre de la pêche. Mais elle n'a plus de vélo, elle est fan de motocross, et donc c'était l'idée de prendre le costume traditionnel hollandais et de le mélanger avec le monde du sport et du motocross. Donc une esthétique du quotidien. Voilà, une esthétique du quotidien. On peut voir la vidéo si tu veux bien.
Oui, il y a toujours cette idée d'une élégance dans le quotidien aussi. Mais c'est vrai qu'on a repris aussi pas mal de détails du costume traditionnel et qu'on l'a agrémenté avec des idées de sportswear, par exemple. En fait, tout ceci, c'est des genres de combinaisons en fait, qui peuvent être portées en pantalon, en combinaison. On peut après les retourner, les mettre en capsule. Enfin, il y a vraiment tout un côté hybride. Il y a pas mal de... Toutes les pièces sont fermées avec des pressions et tout est fait avec des élastiques, donc c'est tout hyper facile à porter, adapter. Il y a aussi, par exemple, dans les pantalons, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis assez content. On a, en fait, les femmes de pêcheurs, au début du siècle, elles achetaient leur tenue quand elles se mariaient et elles avaient 7 couches de jupe. Mais quand elles avaient leur tenue, elles la gardaient jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, sur les côtés, il y avait un système de ficelle en fait, que j'ai adapté d'une manière contemporaine avec de l'élastique et des pressions. Et donc, en fait, ce pantalon est multitaille. Donc, c'est assez pratique. Enfin, moi, j'aime beaucoup aller au restaurant. D'ailleurs, ça se voit un peu. Donc, quand on a mangé, ben voilà, on file aux toilettes et hop, on peut adapter notre pantalon. On ne se sent pas serré et on peut remanger. Enfin. Donc voilà, enfin, j'essaye de regarder les détails traditionnels et les réadapter à notre quotidien. Mais racontant ça, tu me donnes la possibilité de te poser une autre question, la dernière sur la mode, parce que je sais que tu as beaucoup d'autres choses. Ah non, Tu me fais penser à la première collection de toi que j'ai vue hier, qui date déjà de 2007, une collection qui n'était pas commercialisée. Non, c'est vraiment une collection qui a été dessinée pour le festival. Voilà. Et à cette époque-là, la collection avait un thème particulier et j'ai réalisé en t'écoutant que la collection naissait d'une expérience très particulière qui pour moi était intéressante dans la mesure où elle dépassait tout à fait le cadre typique de l'inspiration. Je vois des signes, des couleurs, des textures, des formes qui produisent une esthétique et j'utilise cette mosaïque d'éléments pour créer la collection. J'avais vraiment l'impression que le projet de cette collection, voire ton statut de créateur pendant cette période, avait émergé d'une expérience marquante que tu avais vécue, comme si le processus était vraiment une partie de ta manière de faire, aussi bien quand tu t'occupes d'art ou de danse que quand tu t'occupes de mode. Si tu veux en parler... oui, bien sûr. C'était le festival de hier, tu représentais la collection au festival de la mode et de la photographie de hier en 2007. Mais je pense que de toute façon, dans ma création, ma vie en général est quelque chose qui est très fort. Bon, j'en parle pas très souvent à la presse parce que j'ai pas envie de sortir le violon et de faire pleurer tout le monde. Mais en fait, cette collection, donc la collection sur ce thème de collection, c'était une femme qui travaille dans une friterie en Belgique et qui rêve de partir au Texas pour séduire un cow-boy et se marier avec un cow-boy. Et donc elle décide de partir au Texas pour devenir clown de rodéo. Donc tout ça, c'est en faisant des recherches, en regardant beaucoup sur Internet. Donc cette idée de partir au Texas et de devenir cowgirl, après j'ai commencé à faire des recherches sur ça et je suis tombé sur un truc qui se fait très spécifiquement au Texas, c'est le clown de rodéo. Et donc en fait les clowns de rodéo c'est des cow-boys qui sont déguisés en clowns et quand le cow-boy est en danger, les clowns sautent dans l'arène pour distraire le taureau et pour sauver le cow-boy. Et donc en fait c'était cette idée de femme très héroïque qui va séduire son mari en le protégeant en fait.
Et donc en fait c'est vrai que cette histoire est un peu un genre de parallèle par rapport à l'histoire de ma mère en fait, qui en fait a eu une vie assez banale et bon, j'ai eu une enfance assez particulière en fait. Et en fait ma mère est dépressive et donc j'ai pas mal traîné dans des hôpitaux psychiatriques où j'ai découvert pas mal de choses très impressionnantes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, bah, quand j'allais voir ma mère, évidemment, il y avait toutes les autres personnes autour. Et aussi, je voyais les ateliers où, donc, tous les ateliers pour les occuper, coloriage, etc. Enfin, ça va loin. Et donc, du coup, dans cette collection, j'ai travaillé sur l'idée de la folie et de l'obsession. Donc, en fait, les broderies qu'on voit sur les vêtements ont vraiment été faites par les patientes qui sont avec ma maman dans l'hôpital psychiatrique. Jean-Paul L'Espagnard is Vilnen Cowboy Halsband, Belgium. C'est vrai que dans mon travail, il y a aussi ce côté très obsessionnel et quelque chose qui parle de la folie dans le quotidien. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de travailler que ce soit en mode ou même dans d'autres projets, avec des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le milieu dans lequel ils vont travailler. Je veux dire par là que, par exemple, pour cette collection, pour Sylvie Drop, où j'ai fait l'exposition Galerie Lafayette, et il y a eu un très grand... Tu ne peux pas liquider les sujets des expositions comme ça. Non, tu y reviens. On va en parler aussi. Mais pour vous donner un exemple, pour la collection sur les frites, j'ai travaillé avec ces femmes dans un hôpital psychiatrique, et les chaussures ont été réalisées avec un monsieur qui crée des pupitres en plexiglas pour les églises. Et donc du coup j'ai développé toutes les chaussures en cornet de frites avec lui. Donc c'était aussi très intéressant d'aller chercher dans un contexte hors mode quelqu'un pour l'amener dans la mode. Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelque chose sur le... j'essaye de me battre au maximum, c'est de trouver des photographes qui font autre chose que la mode et de les apporter dans la mode. Donc pour apporter un nouvel œil en fait. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je donne par exemple cette histoire-là. Ça c'est aussi quand je fais mes recherches de collection, je saute dedans et puis je vis l'expérience. Je suis parti
là, je suis parti au Mexique et l'idée de la collection, c'était, à la base, c'était deux femmes américaines qui décident de partir toutes les deux en vacances à Playa del Carmen et à Cancun et de se s'encanailler, on va dire. C'est joliment dit. Voilà, c'est joliment dit. Et donc, en fait, j'ai traîné dans tous les magasins de souvenirs, je suis traîné dans les bars, et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené dans les prisons mexicaines, et donc j'ai, par exemple, travaillé avec des prisonniers de Playa del Carmen sur le développement des casquettes de cette collection. Donc en fait, c'est des casquettes brodées à la main. Et donc c'était un peu cette histoire, les femmes, elles se sont encanaillées, elles ont bu comme des trous, elles se sont fait embarquer par la police, elles ont rencontré de prisonniers, et elles ont brodé les casquettes. Enfin, on y va, et il n'y a aucune limite, en fait, à cette histoire. On en fait ce qu'on peut. Je peux peut-être vous montrer un peu cette vidéo. C'est plus une vidéo du défilé, là. Et l'idée de ce défilé, en fait, les gens arrivaient dans une installation où en fait, il n'y avait pas de défilé, il n'y avait pas vraiment de défilé. Les gens arrivaient dans une installation où il y avait des grands panneaux avec des trous qui étaient en cercle. Et en fait, quand ils montaient pour regarder ce qui se passait à l'intérieur du cercle, c'était eux qui étaient les mannequins qui portaient la collection et qui pouvaient en fait voir les autres personnes qui regardaient la collection. Et les journalistes et les photographes étaient en plein milieu de l'installation, ce qui brouillait complètement les codes aussi de qu'est-ce que c'est un défilé. Et donc, l'orchestre n'arrivait pas à la hauteur des ronds pour la photographier. Mais ce qui était très drôle, c'est que les gens étaient complètement perdus et retournés, mais ça créait une ambiance super chouette parce qu'en plus j'étais dans la présentation, donc je n'étais pas backstage en train de paniquer comme un dingue pour que toutes les filles soient habillées, etc. Mais cette scénographie, si je me rappelle correctement des choses, était aussi partie de l'exposition aux Galeries des Galeries à Paris. C'est ça. Tu nous en parles un peu? Oui, en fait, ce qui était très bien avec cette collection particulièrement, c'est que la Galerie des Galeries Lafayette m'avait invité à faire une exposition dans un espace de 300 mètres carrés. Et en fait, ils m'ont proposé de le faire un an avant, chose que j'ai refusée. Parce que je ne me sentais pas prêt, j'avais envie de vraiment bien le faire. Et donc je leur ai proposé de le faire donc 2 ans après. Je dois avouer que j'ai trouvé comme un dingue, qu'ils me disent ouais, ok, et puis qu'ils ne me rappellent jamais. Mais ils m'ont rappelé. Et donc du coup, j'ai vraiment pu réfléchir cette collection d'une manière hyper globale. C'est-à-dire, j'ai réfléchi la collection, la présentation et l'exposition, tout en même temps en fait. Donc ce voyage au Mexique
a servi à faire des portraits pour l'expo, a servi à faire une vidéo et à réfléchir toute mon installation. Donc en fait, pour le défilé, pour la collection, j'avais créé donc, cette structure qui était le noyau central de l'exposition. Et en fait, l'exposition fonctionnait un peu comme un parc d'attractions. Donc en fait, quand on arrivait dans les Galeries Lafayette, bon déjà il y avait la façade qui était plutôt impressionnante. C'était à peu près 100 mètres de long. On avait créé une grande fresque autocollante avec à l'intérieur des trous dans lesquels on pouvait apercevoir toutes les silhouettes, enfin pas toutes les silhouettes, certaines silhouettes de la collection. Et quand on à peine franchi la porte des Galeries Lafayette, on était emmené dans un chemin qui nous menait vers la Galerie des Galeries. Et en plus, donc la Galerie des Galeries est à côté du magasin Vuitton. Et l'entrée de la Galerie des Galeries, c'est un tunnel. Mais ce qu'en général, les personnes qui travaillent sur les expositions ne font pas, c'est de profiter de l'avant du tunnel pour attirer en fait le public des Galeries Lafayette. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans les Galeries Lafayette, et c'est un peu pour ça que j'ai accepté cette expo, c'est que la moitié des gens qui viennent voir l'exposition viennent pour voir l'exposition, mais l'autre moitié, c'est des gens qui se perdent en fait dans les Galeries Lafayette et qui rentrent par hasard et qui peuvent découvrir notre travail. Et ça, c'est un parallèle que j'aime faire souvent, c'est qu'avant d'être vraiment créateur de mode, après mon école de mode, je suis devenu styliste photo, et ma grande volonté, c'était pas de travailler pour un magazine spécifique de mode, c'était pour travailler pour un magazine lifestyle qu'on pouvait retrouver chez un médecin. Voilà, ça, c'est l'attente d'un médecin. Parce que ce que je voulais, c'était parler à une population plus générale. Donc en fait, c'était de créer aussi la surprise pour eux, de tourner les pages d'un magazine et de tomber sur quelque chose d'assez inattendu. Ça a toujours été une volonté. Très bien de le préciser. J'ajoute juste quelques détails pour le public. L'espace des galeries Lafayette, qui a autant fait paniquer Jean-Paul au moment de la première invitation, n'est pas un espace consacré à la mode. C'est un espace d'art contemporain qui est directement rattaché au mécénat, donc à la direction du mécénat de la fondation Galeries Lafayette, et des artistes qui ont précédé, parmi les artistes qui ont précédé Jean-Paul Espagnard, il y a eu Claude Bébec, et maintenant il y a Philippe Jarivon. Donc on a des très grands noms du panorama de l'art contemporain, ce qui peut être aussi justifié ton hésitation ou ton ta petite dose de peur au moment de la première invitation. C'est un espace qui a un statut officiel, dans le panorama parisien en tout cas. Ouais, c'était pas vraiment une peur par rapport à ce que j'allais faire, c'était que je voulais très bien le faire. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'avant de devenir créateur de mode, enfin, j'ai toujours voulu devenir créateur de mode. Donc depuis tout petit, ça a toujours été ma volonté. Mais dans mon parcours scolaire, bon, j'ai fait les sciences économiques et sociales, et puis après j'ai étudié les arts plastiques, et c'est vrai que l'art a vraiment été un genre de choc dans ma formation, et donc le fait d'être invité dans un espace qui montre de l'art en général, et donc avoir ce plaisir de pouvoir mélanger et ma mode et mon expérience en art a été assez forte, et donc c'est pour ça que je voulais pas le faire dans un rush de 6 mois. Je voulais vraiment bien réfléchir le truc et apporter quelque chose de qualitatif, et que c'était pas un créateur de mode qui essayait de faire son artiste, quoi. C'était pas ça n'a pas été l'idée dans le développement dans le développement de l'expo. L'idée c'était de montrer c'est quoi le divertissement, c'est quoi un parc d'attractions. Enfin, les parcs d'attractions, c'est pour moi un grand sujet aussi. J'aime beaucoup les parcs d'attractions parce que j'aime beaucoup cette idée de quand on va dans un parc d'attractions, on vit une expérience, on est un peu dirigé sans trop s'en rendre compte.
ben voilà, par exemple, maintenant, dans presque tous les parcs d'attractions, on fait une attraction, c'était génial, on a vécu une expérience de dingue. Ben, à peine sorti de l'attraction, ben, avant de re-rentrer officiellement dans le parc d'attraction, on passe par la boutique de l'attraction. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Et ça, j'adore ça. Ça fonctionne très très bien avec moi. Je suis le premier à acheter la tasse de l'attraction que j'ai fait. Mais c'était aussi de parler du divertissement et de tout ça via cette exposition. Donc en fait, le parcours traitait vraiment de ça. Donc on avait créé le tunnel qui disait bienvenue dans l'exposition Jean-Paul Espagnard. Donc on avait travaillé tout un truc de son qui expliquait qu'on allait arriver dans l'exposition, enfin un peu comme quand on fait la file et qu'on dit oui les femmes enceintes, machin, etc. Et donc en fait on était accueillis par cette jolie Dace qui était dans une orange géante, et là on pouvait arracher le plan de l'exposition. Après ça, on arrivait dans une série de photos que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo qui n'était pas dans l'expo d'ailleurs. C'était une série de photos que j'ai fait donc lors de mon voyage au Mexique, qui était un peu sur l'idée de quand on va à Euro Disney, on porte les oreilles de Mickey. Ben, quand on va au pays des Mayas, on porte un costume de Maya. Et donc c'était un peu ce truc jusqu'où on va. Quand on va visiter les temples au Mexique, il y a des temples qui sont complètement perdus dans la jungle, mais j'ai fait aussi le temple de Tulum, qui en fait, lui, à peine une petite pierre, elle est protégée autour d'une corde avec une très jolie pelouse, presque comme dans un terrain de golf. Je vais vous montrer la vidéo, elle fait toujours bien rire. Qui me fait bien rigoler, mais qui a quand même séduit Marie-Claude Beau, directrice du nouveau musée d'art moderne de Monaco, qui t'a invité, encore une fois, dans un contexte d'art contemporain. Et ensuite, tu as récemment été invité en tant que commissaire, directeur artistique d'une manifestation d'art de nouveau à Mons, si je ne me trompe pas. Si tu veux nous en dire quelques mots, avec grand plaisir qu'on t'écoutera, sachant que j'aimerais bien qu'on garde quelques minutes pour parler au moins d'un projet de danse contemporaine, celui que tu préfères, et toucher ces 3 points. Ok. Pour Mons 2015, en fait, j'ai pas encore vraiment beaucoup de choses à vous montrer, mais j'ai été invité à prendre la direction artistique du pôle mode
de Mons 2015, capitale européenne de la culture. Donc là, en fait, on est en train de travailler sur la cérémonie d'ouverture, où en fait, ils m'ont donné un budget où ils me disaient habille des gens pendant la cérémonie d'ouverture. Je leur ai dit, en fait, moi, les acteurs de la cérémonie d'ouverture, pour moi, c'était vraiment le public. Et donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser cette enveloppe pour créer des capes argentées. Parce que, bon, le thème, c'était l'éblouissement. Et donc, j'ai créé des capes argentées en matière comme les couvertures de survie. Et donc, du coup, là, en fait, on travaille sur des workshops où les habitants de Mons se mettent dans l'ambiance de Mons 2015 en customisant leur cap, en fait. Il y aura 40 000 capes qui seront distribuées sur la soirée d'ouverture, donc je pense que l'effet sera assez canon. Je me réjouis d'avance. Il y aura plusieurs expositions aussi, donc en fait l'exposition dont j'ai parlé de Galerie Lafayette sera remontrée là-bas et réadaptée, bon, parce que j'ai pas envie de montrer non plus la même chose que ce que j'ai fait, ça m'intéresse pas trop de faire ce genre de choses. On va aussi préparer une exposition où j'invite 5 créateurs de mode belge, flamand, wallon et bruxellois, ce qui est très important pour moi, à présenter leur dernière collection et aussi à produire un objet. Donc en fait, ils m'ont donné encore une fois un budget pour travailler l'exposition, et de ce budget, j'ai gardé une partie pour le diviser en 5, pour que chaque créateur ait un petit budget pour produire une pièce qu'ils pourront vendre de la collection. Donc en fait, quand les gens viendront visiter l'expo, ils pourront repartir avec quelque chose. C'est toujours très important pour moi. Enfin, c'est une grande frustration quand je vais voir une expo de Paul McCarthy, mais j'ai envie d'avoir quelque chose. Donc en fait, cette expo Chocolate Factory, c'était fantastique pour moi. J'ai pu m'acheter mon petit nain avec le butt plug en chocolat. C'était bien. Vous voyez de quoi Jean-Paul parle? Peut-être deux mots sur l'exposition à Paris. Ok, bon bah l'expo juste de manière anecdotique, hein. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que c'était, mais en fait, pourquoi tu pouvais partir avec un peu de chocolat. C'est Paul McCarthy a créé une fabrique de chocolat dans l'hôtel de Monet, c'est ça? Et donc en fait cette usine fonctionne et il y a vraiment des gens qui travaillent dedans pour produire ces figurines en chocolat. Et donc, au fur et à mesure de l'exposition, il y a un entassement de choses. Donc, les figurines sont reproduites en masse, vraiment en masse. Et donc, on peut aussi acheter une des figurines qui a été produite pendant l'exposition. Voilà. Et donc, enfin, je vais peut-être revenir aussi juste sur la finalité de l'exposition aux Galeries Lafayette. L'idée, c'était qu'après avoir vu toutes les pièces, toutes les œuvres, toute l'installation avec la collection de vêtements, quand on sortait par un shop où j'avais créé du merchandising par rapport à cette expo. Donc en fait, c'était un peu ce truc, les photos, les autoportraits habillés en abeille, on pouvait les acheter en poster qui coûtaient 5 €. Donc c'était super chouette aussi pour transmettre le message en fait. Enfin, moi je vois ces objets comme des transmetteurs de messages. Je ne vois pas une simple tâche, je vois une histoire. À chaque fois que je revois cette tâche, je repense à l'exposition. C'est un peu ça. La force d'une collection de mode aussi, en fait, quand on parle d'un message global et qu'après on peut juste aller s'acquérir une pièce et s'acquérir une partie du message pour soi-même le transformer et continuer à communiquer le message. Voilà. Monaco et la danse. Ok. Donc en fait ici, j'avais été invité par Marie-Claude Pau pour travailler sur un projet de workshop d'une semaine avec des enfants. Et donc en fait
les enfants ont vu une exposition sur les costumes de danse et les scénographies de danse. Et donc après, à base dans des costumes qui étaient dans l'expo, je leur ai demandé de dessiner une tenue, de faire eux-mêmes le patronage, de couper eux-mêmes leur toile, de faire tous les essayages. J'étais là, je les accompagnais, mais en fait je les ai presque laissés tout le temps se démerder tout seuls. C'était la panique totale, mais c'était vraiment l'idée, c'était de les accompagner dans le projet. Je vais vous montrer la vidéo parce que c'est assez chouette de vous expliquer. C'est assez bien. L'art accessible à tous, c'est le défi relevé par le nouveau Musée national de Monaco. C'est le troisième volet de notre dossier de la semaine consacré aux activités estivales proposées aux enfants en principauté. En marge de l'exposition Monacopolis, des enfants ont pu participer à la Villa Sauvert à un stage rythmé par la découverte des costumes de l'opéra et la création textile. Reportage de Giulia Testaverdi. Au programme pour les plus jeunes, une immersion totale en milieu artistique. Après la découverte de la collection de chapeaux, chaussures et costumes de l'Opéra de Monte-Carlo, place à l'activité manuelle. Jean-Paul Lespagnard, styliste belge, a proposé un workshop original articulé autour de la création textile. On est parti sur la base d'un costume qui est dans l'expo, un costume de ballet russe. Qui est en fait une forme assez simple sur laquelle ils ont appliqué des formes géométriques. Et donc on est vraiment parti de ce principe d'un patron très très simple que l'enfant réalise lui-même. Vraiment au début, elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais y arriver. Et quand elles voient la pièce devant elles, ça devient rêve qui devient réalité. Donc c'est vraiment très beau. Se mettre dans la peau d'un couturier lorsqu'on est âgé de 10 ans, challenge accepté et relevé avec brio par les 13 fillettes. Retour sur ces enfants aux doigts de fée et à la créativité époustouflante. On a créé une robe, on a fait des patrons. On a quand même refait le patron 2 fois parce que sinon c'était trop fin, trop petit. Au début, il nous a tout expliqué, il nous a fait visiter le musée pour qu'on fasse quand même des habits. Et après, on a commencé à chercher des petites choses dans le jardin pour qu'on fasse nos lunettes. On a dessiné nos vêtements d'abord et après on les a fait sur des cartons pour voir la taille et après on les a fait sur du tissu. Artistes en herbe, designers et même mannequins, les 13 jeunes couturières ont défilé avec leur création sous les yeux de parents ravis. Les 2 prochains épisodes de notre série de reportages consacrés aux activités estivales pour la jeunesse. Donc en fait l'idée aussi quand je fais un workshop, que ce soit avec des enfants ou avec des étudiants en mode ou avec des handicapés, c'est on arrive avec une idée, et évidemment il y a un peu de technique qui est là, mais moi j'avance à tâtons avec tout le monde en fait, parce que souvent quand je propose quelque chose, c'est quelque chose que j'ai un peu essayé, mais où je ne suis pas hyper doué dans la technique. C'est quelque chose, j'aime beaucoup travailler avec des gens et découvrir en fait ensemble le processus. Je pense que le résultat, pour que ce soit super beau, c'est peut-être pas l'idée principale en fait dans le workshop. C'est plus de partager l'expérience et de donner l'envie d'aller plus loin en fait. C'est en général ce que je fais quand je travaille au workshop. Costume de danse? Absolument. Je peux montrer. Meg, je vois peut-être que le lien. Ouais, les Gilles est fort. Lien avec Genève. Donc, après avoir fait les costumes pour Meg Stuart, Meg, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille avec elle. Je pense que ma première collaboration avec Meg était en 2007. Avec Meg, j'ai déjà fait 8 projets et via ces projets, j'ai été contacté par Gilles Jobin, en fait, qui est un chorégraphe basé à Genève, qui tourne maintenant avec cette pièce sur l'international. Là, ils sont au Pérou. Et donc, en fait, j'ai travaillé ces costumes pour Gilles
Donc en fait, Gilles a fait une recherche au CERN pour développer cette pièce. Et moi, je suis arrivé après cette recherche. Je suis venu plusieurs fois à Genève pour étudier les mouvements de Gilles dans ce studio. Et on est arrivé avec une proposition d'une matière très très technique en fait. Parce qu'en fait l'idée c'était de travailler sur des mouvements chorégraphiques où les gens s'attiraient et puis Et donc en fait l'idée c'était de travailler aussi une matière qui avait ce genre de gonflant. Et donc il y a quelque chose qui est très très proche du corps en fait dans cette matière, mais il y a aussi en fait c'est un jersey de coton qui est sur une base nylon. Et en fait ça c'est une des matières qu'on a développées pour le projet de danse, mais qu'après j'ai réintégré dans ma mode en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est de faire des ponts entre les différents projets qu'on fait. Je vais peut-être vous montrer la en fait c'était des lampes qui passaient au devant et derrière, enfin il y avait tout un rythme qui se produisait sur la scène. Et donc en fait l'idée de faire apparaître et disparaître tout le temps les danseurs était assez intéressante. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé une matière coton qui ne se reflète pas. Enfin c'est des choses auxquelles on réfléchit. Il n'y a pas eu de questions et d'interruptions jusqu'à présent, mais peut-être que quelqu'un garde son envie d'interrompre et de poser la question. Ou maintenant. Je ne sais pas, oui. C'est la corde, j'aurais pu la poser au début, quand vous parliez, quand vous disiez que, en fait, vos collections. On n'entend pas. Ah bon. Vos collections soient disponibles tout de suite, qu'on peut les acheter tout de suite. Oui. Et comment vous gérez la désirabilité? Pour vous, c'est pas quelque chose, c'est pas dans l'attente jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue moi, dans le luxe, c'est la désirabilité. Que si vous voulez acheter une montre Panerai, il faut attendre 1 an, 2 ans, et puis c'est pas une connotation qui est importante pour vous. En fait, moi je vois pas trop le luxe comme ça. Je vois surtout. En fait, moi le luxe, je le vois comme juste la liberté d'être soi-même et de pas devoir. Ce truc. J'ai pas envie d'attendre quelque chose. Enfin, quand je vois un objet et que j'ai l'impression que c'est un objet qui me correspond, j'ai pas envie d'attendre 6 mois. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vraiment c'est votre désir personnel. Moi, je comprends, ça m'énerve. Ça m'énerve aussi. Mais je crois que dans les marques, ça marche assez bien. Ça leur donne du pouvoir. C'est une façon de fonctionner. Je trouve rigolo votre façon d'aborder les choses et puis de fonctionner d'après vous. Je pense que de toute façon, qu'on soit riche ou pas riche, si on n'est pas riche et qu'on veut avoir quelque chose directement, on le paye 30 € et voilà, on a notre sweater. Si on est riche, un sweater à 300 €, c'est rien du tout. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est aussi simple. Tu mets aussi l'attention sur le fait que
Je crois qu'il y a quand même des marques de liberté qu'on n'a pas souvent sur le marché le courage de le prendre, d'adopter. L'articulation entre créativité et un vie personnel du créateur et contraintes représentées ou posées par le marché. Je pense que des marques de liberté, d'innovation, de forcing, disons, des limites et des frontières actuelles existent. Il faut juste faire le pas, franchir le pas et prendre cette place qu'on souhaiterait prendre. Le marché est suffisamment multifacette aujourd'hui, suffisamment différencié. Les marchés, puisqu'on parle de différents marchés qui se superposent et qui se parlent pas assez, mais qui se parlent. Donc, l'espace existe. Souvent, les marques, et en particulier les grandes marques peut-être, n'ont pas le courage commercial, en tout cas, de prendre cette liberté, puisque bien évidemment, on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas vraiment ce qu'on rencontre. Oui, l'histoire. Mais c'est vrai que aussi, enfin, comme je dis toujours, moi c'est une baby brand, hein, ça a été présenté pour la première fois en 2011, donc évidemment que j'ai envie d'être connecté avec le monde dans lequel je vis, et je pense que ce nouveau système que je propose, l'avantage que j'ai, c'est qu'on est en train de le construire, et donc on a pas non plus des milliers de clients qui nous demandent des milliers de pièces à produire en 2 mois. Hein. Donc voilà, on commence avec une production qui est très raisonnable, franchement, et petit à petit, on va pouvoir continuer à s'adapter pour continuer à proposer ce nouveau système. Donc les marques de luxe aussi sont peut-être plus installées, et bon bah voilà, il y a aussi ouais, et puis victime de leur succès. Voilà. J'espère que Jojo sera victime de mon succès, je ne devrais pas délivrer les gens maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, mais j'attends. Une question un peu pratique, concrète, qui peut peut-être intéresser les étudiants, c'est vous fonctionnez avec, dans la mode, les collaborations, l'art, les installations, expositions, et vous parlez de nous, donc j'imagine il y a une équipe, vous êtes à la tête d'un studio. Est-ce que les personnes, les designers avec qui vous travaillez sont dans une transversalité, ou vous avez chaque fois des équipes spécialisées, ou est-ce que les gens qui vous entourent peuvent être à la fois sur le projet mode, sur le projet art? Comment ça s'articule dans votre tête et dans votre organisation et avec l'équipe avec qui vous travaillez? La plupart des gens avec qui je travaille, on travaille tous ensemble en fait. Je travaille avec Patrick Cruz qui est mon graphiste, et lui en fait développe aussi bien les motifs pour les costumes de Gilles Jobin que mes foulards pour mes collections. Ma patronnière Isabelle elle travaille aussi sur les toiles de mes projets de danse. Patrick, c'est avec lui qu'on a développé tout le graphisme pour la façade des Galeries Lafayette. Enfin, il y a aussi, en fait, il y a plein de projets nouveaux qu'on nous propose où moi faire une façade, je ne sais pas comment faire. Hein. Donc après, on travaille en collaboration avec des gens qui savent le faire et qui nous expliquent, mais c'est aussi cette idée de dire oui et d'être frais à plein de choses. Mais l'équipe est petite. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est à 22 à travailler comme des dingues. En gros, j'ai une assistante administrative qui gère le budget et mes contrats. J'ai une assistante de production et j'ai une assistante sur mes projets annexes et une petite partie des accessoires de ma collection. Voilà. En gros, c'est ces 4 personnes-là. Et puis j'ai une patronnière qui vient quand j'ai besoin d'elle. J'ai un graphiste qui vient quand j'ai des projets pour lui. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu donnes à penser que l'image que tu as générée avec ta première collection hier est loin d'être une métaphore. Donc la dernière collection après la première d'hier, bien évidemment. La saucisse et la recette, c'est un peu ta manière de fonctionner. Des ingrédients très différents et un processus assez long de préparation qui aboutit à un projet pour
lequel parfois tu n'as que l'idée, parfois tu mets un pâte, parfois tu diriges une équipe, tu es en forme, tu inspires une équipe, tu harmonises en tout cas des ingrédients au sein d'une machine qui produit le trajet. En fait, c'est vrai que par rapport aux idées de collection, j'ai déjà 4 idées de collection là, dans ma tête. Et bon, c'est vrai que pendant que je fais les recherches sur ma collection que je vais présenter là en mars, ben, je vois déjà des trucs et je dis, ah, mais ça, je garde, je mets un peu de côté, et on travaillera pour la prochaine. Donc, c'est vrai que c'est un très long processus. Ça, c'est vrai quand tu dis ça. Et il y a plein de projets, par exemple, costume de danse, où le projet m'intéresse. Je ne sais pas encore où ça va aller, ce que je vais en faire. Mais voilà, je le fais. Par exemple, c'est en travaillant sur un workshop avec les enfants à la Villa Noailles, celui-là, où on a fait des chapeaux avec des restes de bouquets de fleurs en soie, que j'ai eu l'idée de faire après un chapeau en vrai papyrus. Donc en fait là j'ai pris vraiment la plante vivante et j'ai tissé aussi, comme j'avais fait avec le faux bouquet de fleurs pour les enfants, j'ai tissé le truc et de là on a créé ce chapeau qui est assez génial en fait, parce que chaque tige après était remise dans des tubes d'eau et donc chaque tige redonnait la possibilité à des centaines de nouveaux chapeaux à se refaire. Donc c'était un peu un chapeau qui ne s'arrêtait jamais. Le chapeau infini. Ce qui après s'est retrouvé sur la couverture de l'album de Yale. Voilà. C'est un peu, ça peut aller comme ça. Et ce chapeau, après, a donné naissance à un corset, voilà, avec un faux papyrus, du coup, pour qu'elle puisse le garder pour faire ce spectacle. C'est des rebondissements d'idées, hein, je vais dire que c'est aussi simple que ça, en fait. Mais si ça a l'air ça mérite